Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter le principe de la spectroscopie de masse. Alors dans une spectroscopie de masse, et notamment dans celle que l'on va étudier, il y a d'abord une chambre d'ionisation qui va permettre de charger les particules. Donc dans la chambre d'ionisation qui va nous occuper aujourd'hui, on va fabriquer des cations, donc des charges positives. Dans un premier temps, ces charges positives vont être accélérées dans cette chambre d'accélération. Elles partent du point F sans vitesse initiale et vont arriver avec un vecteur vitesse au niveau de la sortie O que nous allons déterminer. Alors je vais passer assez rapidement sur cette partie chambre d'accélération parce que le traitement de cette partie-là est strictement identique à la vidéo sur le canon à électrons. Donc je te suggère de retourner voir cette vidéo si jamais tu as du mal à comprendre les étapes que je vais décrire rapidement dans la chambre d'accélération. En revanche, je vais prendre un tout petit peu plus de temps pour parler de la chambre de déviation qui va permettre justement de discerner les éléments qui n'ont pas la même masse. Donc trois parties, chambre d'ionisation, chambre d'accélération et chambre de déviation. Alors dans l'exercice que je te propose, c'est de comprendre comment est-ce que ce spectroscope de masse a permis de discriminer l'isotope 235 de l'isotope 238 de l'uranium, qui au tout départ était le seul connu. On ne connaissait que le 238 et on a découvert que le 235 un peu plus tard. Alors dans l'exercice que l'on va traiter, évidemment on va le traiter dans le référentiel terrestre supposé galiléen, et on me demande ici de montrer que la vitesse du cation au niveau du point O valent V0, le vecteur V0 qui vaut 2Q fois E fois D sur M. Donc comme je l'ai dit, je vais passer relativement rapidement sur cette partie et je te suggère d'aller voir la vidéo sur le canon électron qui traite cet aspect-là de manière un peu plus détaillée. Alors, la première des choses, c'est d'écrire le système et le repère et le référentiel dans lequel on va travailler et de faire le bilan des forces. Le champ électrique, E, est orienté vers la plaque portant les charges négatives. Donc la plaque P' est donc chargée négativement et la plaque P positivement. Ça, c'est d'après les données de l'exercice. La seule force qui va exister, ça va être la force électrostatique. On a dit dans cet exercice-là que l'on allait pouvoir négliger le poids. Donc on va déterminer les coordonnées du vecteur accélération. Donc on va appliquer le principe fondamental de la dynamique et dire que la somme des forces extérieures exercées sur ces cations est égale au produit de la masse fois cette accélération, fois l'accélération des cations. Or dans ce cas présent, il n'y a qu'une seule force, la force d'interaction électrostatique. Donc j'écris que l'accélération est égale à 1 sur m fois la force F1. Je vais projeter cette relation sur l'axe OX. Les charges sont positives, donc là il n'y a pas vraiment de problème de signe vu que la force elle est dirigée vers la droite et que l'axe OX est également dirigé vers la droite. Si on veut déterminer les coordonnées du vecteur vitesse en primitive, on va utiliser les conditions initiales afin de déterminer les constantes. Bon là c'est facile, à date t égale 0, les cations sont émis avec une vitesse nulle. Donc la constante 1 et la constante 2 valent toutes les deux 0. Pour la valeur de la vitesse, on va prendre la norme du vecteur, c'est-à-dire la racine carrée de la somme des carrés des composantes. Vu que là il n'y a qu'une seule composante, c'est vite vu. La vitesse, la norme de la vitesse, c'est Q1 fois E sur M multiplié par T. Déterminons maintenant les équations horaires de ce mouvement. Les équations horaires, c'est déterminer le vecteur position. Quand on primitive le vecteur vitesse, il y a de nouveau deux constantes qui apparaissent. Comme les cations occupent l'origine du repère à la date t égale 0, les constantes 1 et 2 valent toutes les deux 0. Donc je remplace ça dans l'expression du vecteur position et je me retrouve avec l'équation, les composantes suivantes. Alors, de la même manière que le canon électron, c'est la petite astuce qu'il ne faut pas oublier, c'est que finalement la norme de ce vecteur vitesse, elle dépend de la date à laquelle il va passer au point O. Et cette date-là, quand on a calculé la vitesse, on n'en dispose pas. C'est pour ça qu'on reprimitive encore une fois le vecteur vitesse afin d'avoir des informations sur la position.
Alors, les équations paramétriques, on les a déterminées à partir des composants du vecteur précédemment écrits. Et on va se poser la question de la date à TP', excusez-moi, à laquelle la particule se trouve au niveau de la plaque P'. La plaque P' se trouve à une distance d, voilà, du point de départ. Donc, lorsqu'il est à la position, à l'abscisse x égale d, quelle est la date t? Donc, ça sera évidemment la date T' de passage au niveau de cette plaque-là. Donc, j'exprime T', je prends la racine évidemment, et je vais injecter la date T' dans la relation de la vitesse que nous avons déterminée tout à l'heure. Donc, la vitesse à la date T', c'était Q1 fois E sur M fois T', et je vais remplacer T' par la relation que je viens de déterminer. Donc je fais rentrer le Q1 fois la norme de E sur M à l'intérieur de la racine carrée en élevant au carré, je simplifie les relations et je tombe sur la relation qui m'a été demandée. Comment doit être orienté le champ E pour accélérer les cations entre P et P'? Le champ E, il doit être orienté à l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on a des particules positives. On a des particules positives et l'inverse. On a des particules positives et la force, elle doit être dirigée vers la droite si on veut les accélérer. Comme on a F qui est égal à Q fois E et que Q est une grandeur positive, donc la force doit avoir même direction et même sens que le champ électrique. Donc le champ électrique doit nécessairement être dirigé de la plaque P vers la plaque P'. Je te rappelle, le champ électrique descend les potentiels, c'est-à-dire qu'il va des armatures chargées positivement vers les armatures chargées négativement. Maintenant, on va s'intéresser, et c'est ça qui est le plus important dans cet exercice, à la force de Lorentz. La force de Lorentz, quand il va pénétrer dans ce champ magnétique, donc il existe dans cette chambre de déviation un champ magnétique uniforme, orthogonal aux vitesses, collinéaire de même sens que le vecteur K. Là, je pense que la simplification dans cet exercice est un petit peu exagérée. On aurait dû travailler en grandeur vectorielle et faire ce qu'on appelle un produit vectoriel. En fait, le vecteur force, si on voulait déterminer ses composantes, ce vecteur force, c'est le produit de la charge Q multiplié par le vecteur vitesse, et après il faut faire un produit vectoriel, le vecteur champ magnétique. En fait, on dit que c'est QV vectoriel B. Donc le produit vectoriel, tu apprendras à le faire avec les composantes des vecteurs. Là, par souci de simplification, ils nous ont donné la norme de cette force de Lorentz en disant que c'était le produit de la charge du cation multiplié par la valeur de sa vitesse multiplié par la norme du champ magnétique B. Alors une des caractéristiques de cette force, c'est qu'elle est toujours orthogonale au champ B et au vecteur vitesse des ions. Donc là, avec la règle des 3 doigts, c'est assez intuitif. Simplement sur la vidéo, je vais avoir un petit peu du mal à te la montrer. Ceci dit, je t'engage à regarder la vidéo suivante de la manipulation Oshido-Yoko où on dévie un faisceau d'électrons dans un champ magnétique et sur la vidéo je fais apparaître finalement la règle des 3 doigts. Alors petit détail que je n'ai pas précisé dans cette vidéo, c'est que cette règle des 3 doigts, tu dois toujours la faire avec ta main droite. Alors, rappelez l'expression du vecteur accélération en fonction des vecteurs unitaires t et n liés à la particule. Là, on est typiquement dans la base de Freinet. La base de Freinet, c'est une base que tu vas utiliser pour tous les mouvements qui sont circulaires ou elliptiques. Alors cette base de Freinet, je t'engage à la réviser également parce que tu vas en avoir besoin pour pouvoir finalement répondre à la question qui est posée dans cet exercice. Alors la base de Freinet, c'est une base qui se déplace avec la particule. Le vecteur unitaire t est tangent à la trajectoire, le vecteur n lui est orthogonal au vecteur t et c'est également un vecteur unitaire. La norme de la projection de l'accélération, la valeur de la projection de l'accélération sur l'axe normal, c'est v carré sur r, v étant la valeur de la vitesse de cette particule, r étant le rayon de courbure de sa trajectoire. Et la valeur de la projection de l'accélération sur l'axe tangentiel, c'est la dérivée temporelle de la valeur de la vitesse. C'est pas un vecteur ici, c'est bien la valeur de la vitesse. Alors dans le cadre d'un mouvement ici qui est circulaire et uniforme, s'il est uniforme, ça veut donc dire que sa vitesse est constante.
Et donc la dérivée de la... Alors je parle bien de la valeur de la vitesse qui est constante, pas du vecteur vitesse. On est d'accord? Si la particule décrit un arc de cercle, ben la vitesse, son vecteur vitesse va changer de direction et de sens. Donc là on parle bien de la valeur. Quand on dit que le mouvement est uniforme, on parle de la valeur de la vitesse. Donc si la valeur de la vitesse reste constante, ben sa dérivée, la dérivée de cette valeur est forcément nulle. Et on a une accélération qui va être normale. On dit normale parce qu'elle est portée uniquement par le petit vecteur n. Mais là encore, je t'invite à regarder la vidéo sur la base de Fresnel. Montrer maintenant que le rayon de la trajectoire de chaque ion vaut m fois v sur q fois b. Alors là, c'est très simple. Comme on a un mouvement uniforme, je viens de l'expliquer, on a la dérivée temporelle de la valeur de vitesse qui est nulle, l'accélération qui est portée par le vecteur normal, et bien là j'ai plus qu'à écrire mon principe fondamental de la dynamique. On est dans un référentiel galiléen, la somme des forces qui s'exercent sur la particule est égale au produit de la masse fois son accélération. Or, la seule force qui s'exerce dessus, c'est la force de Lorentz. Et sa norme, on l'a vu tout à l'heure, c'était QVB. Voilà, c'est Q fois V fois B. Alors, le PFD, on peut l'écrire aussi dans la base de Fresnel, ça marche. L'accélération ici, je l'ai remplacée par son expression dans la base de Fresnel. Dans la base de Fresnel, on a vu que l'accélération était uniquement normale, donc je remplace m par v carré sur r fois le vecteur m. Alors évidemment, quand je vais calculer la norme, donc la projection de ce vecteur accélération sur le vecteur normal, j'écris que cette force F, sa valeur, sa norme, c'est QVB, ça c'est l'énoncé qui te le dit, et que c'est égal au produit de la masse de cette particule fois son accélération. Alors l'accélération c'est V carré sur R, donc je vais remplacer V carré sur R. Après là c'est une évidence, ce qu'on me demande c'est R égale MV sur QB, je n'ai plus qu'à isoler le rayon R, simplifié par V, donc j'enlève le carré ici, j'enlève la vitesse en bas, et je tombe bien sur la relation qui est demandée. Alors ça c'est capital pour le spectro de masse, parce que finalement dans le spectroscope de masse, ce qui est intéressant c'est que plus la masse de la particule va être importante, plus le rayon de courbure ici va être important. Et c'est ça qui a permis notamment de distinguer l'uranium-238 de l'uranium-235. Effectivement, ces deux noyaux ont le même nombre de protons. Donc dans la chambre d'accélération, on peut supposer, s'ils ont été ionisés de la même manière, qu'ils vont être accélérés de la même manière, parce qu'ils ont la même charge Q. En revanche, comme leur nom l'indique, N c'est le nombre de nucléons. Donc là on a un uranium 235 et un 238, ils n'ont pas le même nombre de nucléons. Ils ne vont pas se différencier par leurs protons, mais par contre par leur nombre de neutrons. Ils n'ont donc pas la même masse. Et s'ils n'ont pas la même masse, ils ne vont pas avoir le même rayon de courbure dans la chambre de déviation. Et donc dans la chambre de détection, ils ne vont pas taper au même endroit. C'est ce qui a permis de distinguer l'uranium 238 de 235. Justifier la phrase en italique dans le texte, donc là c'était que le rayon de courbure dépendait de la masse des différents ions. Les ions I1 et I2 excuse-moi, atteignent la chambre de détection au point 1 à 2. Dans la chambre de détection, il n'existe plus aucun champ. Comme on a négligé le poids et puis qu'il n'existe plus aucun champ, donc il n'existe plus aucune force. C'est un modèle complètement utopique, mais s'il n'existe plus aucune force, alors d'après le principe d'inertie, comme de Newton, ça veut dire que le vecteur quantité de mouvement est soit nul, soit constant, ou alors on peut également dire, ça veut dire que la particule est animée d'un mouvement de translation rectiligne uniforme, ou elle est immobile. Dans le cas, elle n'est pas immobile parce qu'elle possède un vecteur vitesse quand elle rentre dans cette chambre de détection. Expliquer comment la spectroscopie de masse a permis de découvrir l'uranium 235, on vient de l'évoquer et je crois qu'on a répondu à la question. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre le principe de la spectroscopie de masse. Et cette vidéo-là, je te le dis, elle est indissociable de la petite vidéo sur Oshido Yoko que tu peux également consulter dans la playlist qui est sur Internet. Voilà, je te souhaite bonne continuation et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.